Aujourd'hui, on est en 2021. Est-ce Oui. que tu as un exemple de pays qui se soit développé sur le modèle marxiste que tu présentes qu'aujourd'hui tu peux présenter comme exemple? Au niveau africain, oui, le modèle qui a prévalu au Ghana, c'est le modèle socialiste. Beaucoup de gens ne savent pas que Kwame Nkrumah, qui est le père du modèle ghanéen, est un marxiste. Hein. Il a écrit ce livre-ci, La lutte des classes en Afrique, pour justement montrer, hein, voilà, Kwame Nkrumah, qui est un des premiers présidents ghanéens, qui est un philosophe aussi, qui était un théoricien, mais qui est surtout marxiste, et qui a essayé de démontrer que l'Afrique ne s'en sortira pas sans l'élaboration concrète du socialisme. Or, le socialisme, c'est l'idée que un État socialiste, c'est un État au service des masses. Tant qu'on n'aura pas des États en Afrique qui seront au service des masses, l'Afrique, de manière générale, régressera, les pays régresseront, puisque voilà, on aura l'inverse ou l'opposé. Donc, le Ghana, aujourd'hui, qui est un, entre guillemets, modèle, puisque bon, on est obligé de constater que il n'y a pas beaucoup de pays qu'on peut citer comme modèle de développement. Le Ghana doit sa marche progressive vers le développement social, en grande partie historiquement, par les influences marxistes et socialistes qu'il a subies depuis Kwame Nkrumah. Bon, je peux prendre aussi l'exemple du Venezuela. Ok, je peux prendre l'exemple aussi de Cuba, qui est reconnu au niveau international. Je vais t'arrêter là je vais t'arrêter un moment parce que prenons le Ghana. Le Ghana des années 70, si tu prends juste le revenu intérieur brut, tu prends le revenu intérieur par habitant, tu prends tous ces critères économiques pour évaluer le niveau de développement jusqu'au début des années 2000. On a une courbe qui est très plate et au début des années 2000, on a un changement radical avec le président Rawlings qui accentue sa collaboration avec les États-Unis et qui intègre beaucoup d'éléments du capitalisme. Il libéralise un certain nombre de choses, il privatise beaucoup de compagnies et il applique une certaine rigueur au niveau de l'administration. Et à partir de ce moment, tu as tous les indicateurs économiques du Ghana qui vont au vert et qui montent. Donc, sur le plan historique, je comprends que Kwame Nkrumah était effectivement un philosophe et qu'il embrassait un certain nombre d'idées socialistes, mais ces idées, en termes de fruits concrets et tangibles, lorsqu'on observe la courbe d'évolution du Ghana sur ces 40-50 dernières années, n'ont pas nécessairement porté les fruits que tu décris. Ça, c'est d'un. Pour parler du Venezuela, le Venezuela aujourd'hui... Non, restons un peu sur le Ghana. S'il te plaît, restons un peu sur le Ghana. Ok, attends, je vais finir et puis tu vas enchaîner. Pour parler du Venezuela, après Hugo Chavez, qui a effectivement nationalisé le pétrole, nationalisé toutes les ressources et tous les revenus, on parle d'un pays où les Vénézuéliens s'alignent pendant des heures pour pouvoir se procurer du pain. Le taux de chômage est pratiquement à plus de 60%. On a les élites, tous ceux qui avaient un certain nombre de savoirs et de connaissances ont tous ou toutes quitté le pays. On a un état en état de décrépitude énorme depuis Hugo Chavez. Tu parles de Cuba. Également, oui, on célèbre le modèle de santé de Cuba et le fait que les services l'accès aux soins de santé soit ouvert et soit accessible, soit possible pour tout le monde. Et c'est l'une des choses pour lesquelles je pense que tout le monde est d'accord lorsqu'on parle de Cuba. Mais la population cubaine n'est pas une population, Cuba aujourd'hui n'est pas un endroit où tu dis voilà un modèle de développement que le monde devrait suivre parce que le niveau de revenu est très bas, l'espérance de vie est très faible et même si en fait ça a baissé ces 20 dernières années comparativement à avant, et je suis d'accord avec toi qu'il y a eu un pic important après l'arrivée de comment il s'appelle encore, de Castro, et
Et à cela s'ajoute la question, et c'est là la question que je vais te poser. Et le prix humain qui vient avec ces régimes, on parle de Cuba, avec un certain, le prix humain est important, le nombre de morts, on parle de millions de personnes qui ont payé du prix de leur vie. C'est pareil au Venezuela, c'est pareil en Chine, c'est pareil, c'était pareil sous le régime de l'URSS. Est-ce que le prix humain pour toi est à considérer lorsqu'on parle de l'instauration de ce type de régime? Donc, vas-y maintenant. Oui, bon, moi je ne vais pas parler d'instauration d'un régime. Nous, les marxistes, on ne considère pas qu'il y a... On n'est pas... C'est pour ça que tout à l'heure, au début, je refusais le thème de penseur engagé. Parce que nous, on ne pense pas qu'il y a... On ne conçoit pas qu'il y a le modèle qu'il faut copier et coller quelque part. On dit, ah, voici le modèle de développement du pays. On va copier ça, on va venir coller au Cameroun et puis tout va baigner. Non, ce qui est intéressant, c'est deux choses, parce que on a, en tant que philosophe, j'ai aussi des problèmes à discuter des exemples, parce que les exemples nous éloignent de l'analyse scientifique. Bon, il y a une théorie, c'est-à-dire la théorie dit que, bon, il y a une partie des gens qui confisquent la richesse. Est-ce que vous la constatez? Est-ce que vous constatez qu'il y a une partie des gens qui confisquent la richesse? Bon, qui refusent de partager de façon équitable. Est-ce qu'on peut être d'accord sur ce constat qu'il y a des masses qui sont exploitées et au terme de cette exploitation, il y a une infime partie de la société qui va profiter de l'exploitation et qui va opprimer justement les autres avec les moyens issus de cette exploitation. Bon, c'est ce que nous on apporte d'abord comme approche d'analyse. Maintenant, deuxième élément, bon, que faire? Bon, nous, on vient dire aux masses, comment est-ce que vous vous organisez? D'abord, est-ce que vous prenez conscience que vous appartenez à la même classe? Donc, vous avez les mêmes intérêts. Que tu sois taximan, enseignant, chauffeur de bus ou bien Bayam Salam, bon, tu fais partie de la classe des exploités. Donc, vous devez vous unir. Vous devez vous unir. Alors, petite question. Je finis avec le schéma. Je finis avec le schéma. Juste une petite question, mais c'est important, oui. C'est important. Alors, est-ce que tu mets le policier et le taximan dans la même catégorie? Oui. Alors, le policier travaille pour le compte du gouvernement, le taximan travaille... Non, le policier ne travaille pas. Non, pas du tout. Bon, il ne faut pas prendre... Clarifie ça pour moi. Faut pas prendre la déformation. Le policier au service de la population. Même si tu lis l'organisation de la police, hein, même l'armée, c'est pas parce que dans la pratique, les gens ont déformé leur mission qu'on va penser que c'est ça qui était leur mission. Non, le policier au service de la population. Le militaire est là pour protéger les populations justement contre l'ennemi. Maintenant, bon, il y a une perversion des missions qui ne change rien au fait que dans la théorie, ce n'est pas comme ça que c'est censé être. Non, le policier est un travailleur qui est aussi tout autant exploité que le chauffeur de taxi, sauf qu'il ne le sait pas. C'est là l'intérêt de la conscientisation de classe, la sensibilisation justement. Il ne sait pas qu'il appartient à la même catégorie qui va aller fesser, aller tabasser. Il ne le sait pas parce qu'il n'a pas justement de conscience politique. Il n'a pas une vision systémique de sa situation économique. Il pense que il est bon. Qu'est-ce que gagne un gardien de la paix au Cameroun? 65 000 francs le mois. Donc, quelle est la différence entre le salaire d'un gardien de la paix au Cameroun et les revenus d'une femme qui vend son maïs en route, qui sont plus ou moins sensibles? Ils ont les mêmes revenus, ils ont donc les mêmes problèmes. Bon, sauf que le policier va devoir... C'est qui disons, l'oppresseur ou bien le bourgeois donc, dans ton schéma? Prenons le contexte. Mais le bourgeois, c'est, si tu veux vulgairement, parce que ça m'éloigne quand même de la question que tu as posée tout à l'heure, qui est une question importante. Et sur la question de modèle, hein, je voulais quand même finir par là. Je ne vais pas oublier cette question-ci. Parce que c'est aussi une accusation que subit le marxisme depuis des décennies. Même depuis le temps des Oumiobe, il y avait déjà ça. Que oui, mais vous racontez vos histoires là. Vous avez ça alors marché où?
Bon, on a alors vu le modèle opposé, on a vu que ça marchait, non? On a vu que les gens qui étaient anti-marxistes, anti-socialistes, ils ont mis leur modèle en place. C'est ça qui marche, non? C'est ça qui est efficace. Donc, moi, j'ai pris l'exemple du Ghana tout à l'heure, non pas pour dire que c'est un modèle à copier, pour dire qu'il y a des prémices du socialisme qui vont influencer la marche historique du pays. Nous sommes dans des pays développés. La Belgique est un pays développé, entre guillemets, mais il y a une régression sociale. Mais ce n'est pas une régression sociale au même stade qu'au Cameroun. Okay? Il y a des pauvres, il y a de plus en plus de pauvres en Belgique, il y a de plus en plus de pauvres en France. Mais il y a une régression sociale. Mais il y a aussi les acquis qu'on doit au socialisme, qu'on doit au mouvement progressiste socialiste, qui permettent encore de ne pas atteindre le même niveau de régression sociale qu'on va avoir dans certains pays africains. Donc, même si dans l'histoire du Ghana, on peut observer qu'il y a soi-disant des courbes qui ne confirment pas un développement social, mais les acquis historiques issus du chromaïsme leur ont permis d'atteindre de ralentir leur régression sociale. Ils ne sont pas le Ghana n'est pas au même niveau de régression sociale que le Cameroun. Voilà, pareil pour d'autres pays. Donc, puisque la lutte continue, il n'y a pas un espace où il y a une partie qui a gagné et puis depuis 40 ans, 50 ans, non. Il y a une régression sociale forte ici dans les pays européens. C'est même tout l'inverse, le processus qui est en train de se mettre en place. Pourtant, on est quand même encore à l'abri d'un certain nombre de problèmes. Les gens perdent leurs emplois ici tous les jours. Mais ça va jamais, ils ne vont jamais se retrouver pour le moment au même niveau d'indigence qu'un Camerounais qui n'a pas de travail au Cameroun. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le modèle scientifique. Ce n'est pas le modèle pratique. Parce que le modèle pratique, il est discutable d'un point de vue historique. Il est toujours discutable. Parce que la façon dont les Chinois vont organiser le socialisme chez eux, okay, les contradictions dans lesquelles la Chine va se retrouver au niveau interne et au niveau externe ne seront historiquement jamais les mêmes que le Cameroun ou bien que les États africains. Puisque voilà, chaque pays a son histoire, chaque pays a ses relations, etc. Bon, nous, on a une affaire historique à régler avec la France, par exemple. Bon, c'est une affaire particulière que les pays anglophones, par exemple, n'ont pas. Le Ghana n'a pas le problème de la France. Le Ghana n'a pas à gérer la France. Et historiquement, c'est quelque chose de particulier que nous, on a. On a la France qui est sur notre tête depuis 60 ans maintenant. Les pays anglophones comme le Nigeria, à côté du Cameroun, ils n'ont pas ce genre de problème. Donc, quelqu'un va dire que pourquoi est-ce que au Nigeria, ça se développe de cette manière, alors que le Cameroun qui est à côté, qui a les mêmes... non. Donc, nous, les marxistes, on établit des schémas scientifiques et l'application, la concrétisation de ces schémas, la concrétisation va se faire au cas par cas. Moi, je ne veux pas ici maintenant, lors de cette discussion, commencer à dire concrètement comment est-ce que le socialisme peut s'appliquer au Cameroun, parce que ce n'est pas une discussion de toi et de moi, c'est un travail justement des intellectuels révolutionnaires qui doivent s'asseoir et travailler là-dessus, et qui doivent élaborer des stratégies, et c'est ceux qui vont pas aller publier ces stratégies sur les réseaux sociaux. Ben, si on a une stratégie pour neutraliser l'élite française, ils vont pas aller publier ça sur les réseaux sociaux. S'ils ont une stratégie de neutralisation de la bourgeoisie locale, ils vont pas aller publier ça sur les réseaux sociaux. Là, on touche les questions stratégiques, et même en termes de finalité, oui, mais est-ce que oui ou non, théoriquement, on a affaire à un système qui défend l'intérêt collectif au détriment de l'intérêt privé? Oui. Maintenant, concrètement, comment on va mettre ça en place? C'est pour ça que nous sommes dans le GREMA, pour réfléchir, conceptualiser, théoriser. On n'est pas toujours d'accord parce que justement, on va se rendre compte que oui, mais il y a tel pays qui a essayé comme ça n'a pas marché. Bon, nous, on va aller en Chine, on va aller même au Venezuela. On ne va pas se contenter de la propagande médiatique. On ne va pas se contenter des chiffres de la Banque mondiale. Parce qu'on sait que la Banque mondiale est un instrument au service de la finance internationale. Comment la Banque mondiale a été créée? Comment le FMI a été créé? Mais justement, pour fausser l'interprétation
l'interprétation des données économiques. Puisque, quelles sont les références qu'on a aujourd'hui pour dire qu'un pays est développé ou un pays est sous-développé? C'est encore des références qui sont issues des organisations mises en place par l'élite financière. C'est paradoxal. Tu me parles de PIB, de revenus par habitant, etc., etc. Tout ça, c'est des éléments qui ont été mis en place pour dire, bon, ce pays-ci, on est dans un pays comme la Belgique, le PIB est plus élevé de loin que le Cameroun. Est-ce que c'est pour autant que les gens ne sont pas de plus en plus pauvres ici en Belgique? C'est ça qui nous intéresse. La question de, fondamentalement, qu'est-ce qu'on peut constater au niveau des masses? C'est ça qui nous intéresse. Donc, je réponds rapidement sur la question du modèle en disant que nous n'avons pas la prétention, lorsque nous citons des exemples, nous n'avons pas la prétention de dire qu'il y a un modèle quelque part qu'il faut copier et coller. Nous disons simplement que les exemples que nous prenons, c'est des lieux où les gens sont en train de lutter pour mettre en place le socialisme. Et effectivement, c'est une lutte qui est infinie. On n'a pas un espace où la lutte a déjà été totalement gagnée. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Mais au moins, il y a une volonté politique, économique et culturelle, parce qu'il y a aussi une culture socialiste qu'il faut défendre. Il y a des valeurs socialistes qu'il faut défendre, qu'il faut apprendre, à travers l'école par exemple. Le sens de l'intérêt commun, travailler pour les autres, apprendre à se sacrifier, ne pas toujours rechercher ne pas toujours vouloir valoriser sa petite personne, savoir que la communauté est plus importante que l'individu, etc. Donc, même la construction du système pédagogique peut déterminer le type de société, le type de développement qu'on va avoir demain. Je disais par exemple à mes enseignants que j'ai au Cameroun là, on forme les élites. Il y a une culture élitiste dans les écoles au Cameroun. Mais on est étonné à la fin que les gens, quand ils sortent des écoles, quand ils ont des postes, travaillent pour eux-mêmes. Alors que toute la culture scolaire les a prédisposés à se servir à la fin et non à être au service de la communauté. On félicite, ce qui est le plus important, c'est que tu es le premier de la classe et que ceux qui échouent, c'est les derniers. C'est les fainéants. Bon, le gars qui est directeur du Trésor public camerounais, pourquoi est-ce qu'il va être au service du Cameroun? Pourquoi est-ce qu'il va être au service de la communauté? S'il pense que, si on lui a fait croire depuis la maternelle que la réussite sociale est une affaire individuelle et dont tu ne dois rien à la communauté, puisque c'est tes parents qui ont investi, c'est parce que tu étais tellement intelligent, tu as beaucoup travaillé à l'école. Pourquoi à la fin, lorsque tu veux maintenant profiter, on te dit non, monsieur Takam, vous devez servir là, vous devez être là au service des Camerounais, vous devez travailler pour la communauté. Ben, comment ça? La communauté a participé à mon éducation, comment? Où est-ce que la communauté, pourquoi je dois quelque chose en tant que ministre camerounais, pourquoi je dois quelque chose à la communauté? Ben, est-ce que le lien, dans une culture socialiste, on façonne un type d'individu aussi. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas seulement une affaire au niveau économique et au niveau politique. Il y a aussi la dimension culturelle. Quelles sont les valeurs que nous développons et qui permettent d'avoir un type de citoyen demain? Est-ce qu'on développe des citoyens au service des autres ou on développe des citoyens qui sont au service d'eux-mêmes? L'école, par exemple, montre bien ça. La preuve aussi, c'est que on a totalement sacrifié les écoles publiques au détriment des écoles privées. Donc, la réussite est une conséquence des efforts privés. Que c'est parce que mes parents ont quand même beaucoup dépensé pour que je puisse m'en sortir. Donc, voilà, je laisse ça de côté. Ce qui nous intéresse, c'est pour ça que le GREMA n'est pas un parti politique, où on est dans une stratégie, par exemple, de conquête de pouvoir. Non. Ce qui nous intéresse, c'est le schéma scientifique au plan économique, au plan politique, au plan culturel. Et comment ce schéma peut se déployer
dans un espace donné, et on est en discussion, on est en débat, en se rendant compte que c'est ce schéma qui nous a permis d'avoir l'indépendance. Parce que s'il n'y avait pas des gens qui revendiquaient radicalement l'indépendance pour l'intérêt général, pour l'intérêt des masses, on n'aurait jamais eu d'indépendance dans les pays africains. Ce qu'il faut savoir aussi, historiquement, c'est que les UPCistes, qui étaient tous des marxistes, ont participé à tous les mouvements indépendantistes en Afrique. Je dis bien à tous les mouvements indépendantistes en Afrique. C'est-à-dire, on a Wongli Masaga qui était conseiller en Angola. Wongli Masaga qui était conseiller de Sékou Touré. On a Moumié qui a travaillé avec Lumumba. Je peux citer plein d'exemples comme ça où les UPCistes marxistes ont participé au mouvement d'émancipation. Mais pourquoi ils le faisaient? Pourquoi ils se sont sacrifiés? Ils auraient pu aussi prendre les places que les colons donnaient, puisque les colons distribuaient les places. Combien de fois on a tenté de corrompre Oumyobé, Moumié, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé? D'où vient cette culture du sacrifice de soi? La capacité à renoncer à ce qui apparaît comme un bonheur personnel pour servir la collectivité. Ça vient d'où? Nous, on voit que ça vient du socialisme. Nous, on voit que ça vient de l'africanisme aussi, que je n'ai pas développé tout à l'heure. Donc, c'est ce schéma qui pour nous va être important. Et on va se dire, mais pourquoi est-ce que si on veut lutter comme eux, si on veut réfléchir même comme eux, pourquoi ne pas aller s'intéresser à ce qui a nourri leur pensée? Oumyobé a été formé dans un cercle marxiste par un communiste français. C'est ce cercle qui s'appelait Cercle d'études sociales à Douala. Les théories que je suis en train de dire là, c'est comme s'ils se sont assis, on leur a dit que vous voulez défendre. Ils étaient des simples nationalistes, ils voulaient que les Blancs partent. C'est tout. C'était ça qui les intéressait. Il faut que les Blancs partent. Mais les Noirs peuvent partir et se faire remplacer par des Noirs qui sont des Blancs à peau noire. C'est ce qui nous est arrivé. C'est ce qui nous est arrivé. Comme aujourd'hui, on veut que le régime parte. On veut que Pobia parte. Mais Pobia peut partir, mais le biaïsme continue. Le biaïsme continue tranquillement. Est-ce que le problème, c'est le changement d'apparence ou le problème, c'est le changement en profondeur? Or, le marxisme t'apprend qu'il faut aller chercher les causes profondes pour raser aussi en profondeur. Et puis, il faut une mobilisation radicale. Plus le mal est profond, plus il va falloir qu'en face, les gens s'organisent de façon radicale. Nous, voilà, c'est un peu ça le schéma dans lequel nous sommes. Je voulais donc terminer dans cette intervention par rapport à la question de qui est l'oppresseur, si le policier et la Baye Salam font partie de la même classe. Le policier est le bras armé de l'État oppresseur. Le policier en tant qu'acteur politique. Le militaire aussi. Dans les régimes répressifs, dans des États qui sont au service de la bourgeoisie, l'UATU appelle ça les appareils répressifs de l'État. Donc, il y a deux types d'appareils. Il y a les appareils idéologiques, les AIE, et les ARE. Donc, les appareils idéologiques de l'État, c'est les médias. C'est les médias. Bon, on a une série de médias qui font la propagande de l'État en place, qui vont toujours être en train de défendre, de montrer les bons côtés, etc., etc. Bon, lorsque ça ne marche plus, l'État peut même créer une fausse presse privée, de faux médias privés, soi-disant pour essayer de démocratiser l'espace médiatique. Mais on va observer que certains organes de presse ou certains organes médiatiques vont être aussi au service de l'État. À côté des appareils idéologiques, il y a les appareils répressifs. Les appareils répressifs de l'État dans un État bourgeois. Dans un État qui est au service de la bourgeoisie, l'armée
et la police sont des appareils répressifs. Puisque le seul but de cet État, c'est la conservation du pouvoir. Conservation du pouvoir qui correspond à l'accumulation de la richesse. Parce que pour qu'il y ait accumulation de la richesse, il faut opprimer les gens. Parce que les gens vont se rebeller. Le travailleur va se rebeller, il va dire, mais je ne comprends pas. Moi, je suis venu ici tous les jours, je travaille pendant 10 heures. À la fin, tu me donnes 60 000. Et moi, je te vois, tu construis une villa à Bafang. Tu construis l'autre à Douala. Tes enfants vont en congé en Europe. Moi, je ne suis même pas capable de payer, de nourrir mes enfants. Il va se rebeller, même instinctivement. Il va se rendre compte qu'il y a un problème. Or, pour anticiper la rébellion, il faut créer des appareils répressifs.